Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Députée LFI de Seine-Saint-Denis. J'espère vous voir un jour en plateau. Hein? Oui, ça marche. Alors, oui, il se trouve que ce matin, nous sommes en plein vote sur les crédits agricoles voilà, pour l'agriculture. Et donc, au À maximum, l'Assemblée, j'essaye de voter les bien sûr. amendements. Bon, on va parler d'inflation. L'inflation qui est désormais à 4% sur un an, ce que nous a dit l'INSEE. On était, donc au mois Tout à d'octobre, on fait. était quasiment à 5% en septembre. On était à 6% en février. D'où cette sortie de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui nous dit que la France est en train de sortir de la crise inflationniste. Que lui répondez-vous? Mec, c'est pas sérieux de dire ça. C'est pas sérieux vis-à-vis de toutes les Françaises et les Français qui subissent à plein l'inflation. Une baisse de l'inflation, d'abord très faible. Ça ne veut pas dire une baisse des prix en réalité. Ça veut dire simplement que les prix vont augmenter un tout petit peu moins vite. Voilà. Et en attendant, les Français, en 2 ans, ils ont eu plus 20%, par exemple, d'augmentation des prix de l'alimentation. Voilà, plus 13% en un an et c'est une catastrophe. Ça veut dire que le caddie de produits alimentaires, il est passé de 100 à 120 euros en 2 ans. Et bon, voilà, et ça va continuer à augmenter. C'est-à-dire qu'une baisse de l'inflation, c'est simplement c'est simplement que ça augmente, les prix augmentent un petit peu moins vite. Première chose. Deuxième chose, il n'y a vraiment pas de quoi s'en féliciter puisque la France, hors pays de l'Est en Europe, est lanterne rouge en ce qui concerne l'inflation, c'est-à-dire que nous avons parmi les pires résultats de tous les pays européens en matière d'inflation. Quand on compare l'indice qui est comparable au niveau européen, c'est-à-dire l'IPCH, eh bien nous sommes grande lanterne rouge Là, vous parlez, hors Aurélie pays de l'Est. Trouvé, vous parlez de 2023 ou depuis sur 2 ans? Parce que vous avez raison, Alors, depuis le début de sur les l'année, vous avez derniers, raison. oui, Mais par contre, si on regarde sur 2 ans, oui. ça baisse, l'inflation baisse moins, entre guillemets, enfin progresse moins vite chez nous parce qu'elle a moins monté que d'autres pays qui n'aient pas les mêmes mécanismes de protection. Vous voyez ce que je veux Alors, dire? non, non, je suis désolée de vous le dire. Regardez Eurostat et comparez les pays européens. En fait, dans les autres pays européens, l'inflation a diminué plus rapidement qu'en France. Donc, en fait, nous sommes en France, sur les derniers mois, nous sommes parmi les pays européens les pires en ce qui concerne l'inflation. Vous Donc, avez raison, certes, elle a sur 2023, vous avez raison. Encore une fois, on prend les chiffres Eurostat. Mais si on regarde sur 2 ans, c'est plus vrai. C'est un économiste qui m'expliquait ça. D'ailleurs, c'est les chiffres qui le montrent. Sur 2003, c'est vrai, c'est juste. La France a plus d'inflation moyenne que la zone euro. Mais par contre, depuis 2 ans, encore une fois, ce n'est pas le cas. Ah oui. Oui, mais par contre, sur ça, je peux l'entendre en comparant à l'échelle européenne, mais en comparant à l'échelle européenne sur les derniers mois, nous sommes en train de rétrograder au dernier rang des pays européens hors pays de l'Est. Donc, ce que je veux dire, c'est que par ailleurs, la situation est quand même terrible et il n'y a vraiment pas de quoi s'en féliciter. Donc, au moment où Bruno Le Maire nous dit super, on sort de l'inflation, c'est faux. Factuellement, c'est faux, puisque simplement, il y a un petit ralentissement de la hausse, quoi, si vous voulez, des prix. Et deuxièmement, c'est vraiment, quand on compare au niveau européen, une très mauvaise situation, alors que les autres pays européens sont en train de sortir de l'inflation, ou en tout cas, sont moins dans l'inflation que nous, quoi. Voilà. Parce qu'ils y ont été plus aussi il y a 2 ans. Sur l'inflation des produits alimentaires, on est à 7, Non, non. Ah non, non, excusez-moi, je vous parle du taux absolu, si je peux me permettre. ouais, Je vous allez-y. parle du taux absolu d'inflation de l'IPCH. Aujourd'hui, nous avons le taux d'inflation parmi les plus élevés du niveau européen. C'est pas qu'une question de rythme. En valeur absolue, nous sommes au-dessus des autres hors pays de l'Est. Bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, et c'est important de le dire parce que depuis le début de l'année, c'est vrai, mais sur 2 ans, mais moi je l'ai appris. Hein. J'ai bien vu quand j'ai comparé depuis le début de l'année que la France en inflation est moins bien placée parce qu'il y a une inflation plus élevée. Mais c'est lié au fait que notre inflation a été moins forte aussi et a moins Non, progressé les années mais non, précédentes. mais non, ça n'a rien. Je vous dis qu'aujourd'hui même, nous avons un taux d'inflation. Aujourd'hui même, nous avons un taux d'inflation qui est le pire hors des pays de l'Est. Donc, quel que soit ce qui s'est passé depuis 2 ans, nous avons un des taux les pires. Voilà. Donc, les autres pays sont en train d'en sortir plus rapidement que nous. Vous Voilà. craignez que Tout l'inflation simplement ça. stagne en France dans les prochains mois? L'inflation, l'INSEE nous parle de 4,4% d'ici la fin de l'année et le gouvernement, lui, prévoit carrément 2,6% d'inflation en moyenne en 2024. Vous n'y croyez pas?
Bah, de toute façon, il suffit de regarder ce que nous dit l'INSEE en effet. C'est que, en fait, depuis le début, le gouvernement nous balade sur des scénarios beaucoup trop optimistes. En réalité, voilà, nous allons vers des inflations une inflation qui va rester très importante. Et moi, je vais me préoccuper d'un autre indicateur, si vous le voulez bien. C'est l'évolution des salaires réels. Parce que la question, elle n'est pas tant l'inflation en tant que telle que les répercussions sur le pouvoir d'achat. Or, eh bien, les salaires réels ont encore diminué de 2% en un an. Ils avaient diminué déjà de 1% l'année d'avant et là de 2%. Voilà, donc on a une chute des salaires réels. Sur quel chiffre vous vous basez hors prime sur et hors... Sur l'INSEE et sur le salaire mensuel de base. Voilà. Donc, nous avons une baisse de 2% du salaire réel, tout simplement parce que les salaires ne suivent pas les prix. Et je le dis, il y a d'autres pays, par exemple comme la Belgique, qui, eux, ont pris des mesures fortes que nous soutenons à la France insoumise, qui sont l'indexation des salaires sur l'inflation. La Belgique l'a fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Belgique, non seulement les salaires réels n'ont pas diminué, mais en plus, ils ont une inflation moindre que nous. Mais comment on fait en France? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a le SMIC qui est indexé sur l'inflation. Comment on fait pour indexer l'ensemble de la grille des salaires qui revient de fait aux entreprises? Il se trouve que nous avons fait une proposition de loi pour ça à la France insoumise. Et puis d'ailleurs, nous allons avoir une niche parlementaire le 30 novembre où nous allons expliquer tout cela. C'est-à-dire comment on fait pour indexer effectivement les salaires sur l'inflation en s'inspirant par exemple de ce qu'a fait la Belgique. Donc ça veut dire, si vous voulez, que non seulement le SMIC suit l'inflation, mais tous les salaires. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, vous le savez, c'est que nous avons un écrasement de tous les salaires sur le SMIC. Le SMIC augmente avec les prix, mais pas le reste des salaires. Ce qui fait qu'il y a tout un paquet de salariés qui aujourd'hui se retrouvent au SMIC, qui avant étaient à 100 ou 200 euros au-dessus du SMIC et qui aujourd'hui se retrouvent quasiment sur le SMIC. Donc un écrasement sur le SMIC, et la seule façon de sortir de ça, c'est d'indexer les salaires sur l'inflation pour faire en sorte finalement qu'il n'y ait pas de baisse du salaire. Ils ont combien d'inflation en Belgique? Juste Henri Trouvé, c'est intéressant. Cette expérience belge, ils ont combien d'inflation? J'ai pas le chiffre, hein, pardon. Alors il faudrait que je le retrouve. J'avais le tableau. Alors je n'ai plus le tableau devant les yeux. Non, c'est pas grave. Non, c'est intéressant de se poser la question quel impact a une politique salariale d'indexation totale de l'ensemble de la grille des salaires? C'est effectif depuis quand d'ailleurs? Oh, ça fait un moment que c'est effectif ça en Belgique. En Belgique, ça fait plusieurs années. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi que la France l'a fait en fait. Oui, avant 83, voilà, avant 83, et ça a été retiré, sous Rocard. On l'a fait pour casser l'inflation, on l'a fait pour casser l'hyperinflation qu'on avait au début des années 80. Faut se remettre dans le contexte aussi. Alors oui, mais la différence avec les années 80, c'est vrai que dans les années 80, Rocard dit on arrête l'indexation des salaires sur l'inflation parce que ça risque de créer une boucle salaire-prix, si vous voulez, que du coup, l'augmentation des salaires vienne alimenter l'inflation. Bon, je ne vais pas revenir sur ce débat-là à cette époque-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte, puisque toutes les institutions internationales en conviennent, c'est que l'inflation n'est pas nourrie aujourd'hui par les salaires, elle est nourrie par les marges, les profits. Donc, si on veut combattre l'inflation, il faut d'abord, avant tout, réguler, bloquer, encadrer des profits qui explosent dans les grandes industries, par exemple les grandes industries agroalimentaires et de l'énergie, on a des chiffres, d'accord? Donc, si on augmente les salaires grâce à l'indexation des salaires sur l'inflation, ça n'aura pas pour impact d'augmenter les prix, puisque nous ne sommes pas dans un contexte de boucle prix-salaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais si. Voilà. Donc vous soutenez, vous défendez l'idée d'une indexation totale de tous les salaires sur l'inflation, c'est ça votre idée? Bien sûr, voilà. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, nous le portons dans notre niche parlementaire. Vous savez qu'une fois par an, chaque groupe parlementaire a le droit et doit proposer des lois pour les faire voter en hémicycle et par tous les députés. Nous avons droit à une journée par an. Et donc, parmi ces quelques lois que nous présentons, il y aura l'indexation des salaires sur l'inflation en se reposant sur des expériences internationales, mais aussi ce qu'a fait la France avant 83. Le ministre du Budget, Henri Trouvé, vient de confirmer ce déficit budgétaire de 4,9% pour cette année. Puisque vous aimez les chiffres, le reste de la zone euro est à 3,4%. Est-ce qu'on peut vraiment parler de budget austéritaire, de politique économique austéritaire de la part du gouvernement quand on a 5% de déficit public et qu'on est l'un des pires élèves de la zone euro? Ah pardon, excusez-moi, comme vous disiez que j'aimais bien les chiffres, je suis allée revoir là, sur la Belgique. Juste en vous parlant, le taux d'inflation de la Belgique versus la France. Donc, si on prend l'IPCH en septembre 2023, la Belgique est à 0,7. Voilà. Alors, ouais. Et nous, en glissement annuel.
Oui, donc en glissement annuel, pardon. Ah Non, ils ne oui, sont non, pas on à est en glissement 0,7% mensuel, d'inflation en pardon. glissement Oui, annuel. oui, oui, pardon, oui, tout à Pardon, fait. hein. Bon, c'est que je vous réponds en direct et Oui, du coup, oui. voilà, je vous dis une bêtise. Bon, je vais reprendre ces chiffres-là, puis si je peux, je vous les dirai d'ici la fin. Je reviens sur le budget Oui, austéritaire. quand on a, Donc, juste, je repose la question, quand on a 5% des sites publics, certains ont du mal à dire, notamment chez les filles, vous criez à l'austérité, on a 5% des sites, oui, on a quasiment 2 alors, points de plus que la moyenne de la zone euro. sur le budget, d'abord, nous ne sommes pas, comme ça peut être décrit, comme des irresponsables sur le budget, etc. D'ailleurs, dans le programme de la France Insoumise, nous avons un programme sur 5 ans budgétaire qui vise justement à réduire le déficit public. Voilà. Et d'ailleurs, dans notre programme, nous arrivons euh, voilà, à le résorber très fortement. Voilà. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y a des économies à faire. Où sont à faire ces économies? Non pas sur le dos de la santé, des services publics ou de l'écologie, simplement en allant récupérer des recettes publiques, qui ont les cadeaux fiscaux notamment faits aux plus riches et aux multinationales par ce gouvernement et les gouvernements Et le précédents. compte y est, Par, le compte y est, si oui, c'est tout à juste fait. Donc, revenir à... oui, 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 bien sûr. Je fais partie avec. Vous savez que ma profession, c'est avant d'être députée, c'était d'être chercheuse en économie. Donc, nous avons un certain nombre de collègues. Nous avons des dizaines d'économistes à travailler sur ce programme budgétaire de la France insoumise. Et oui, le compte y est, puisque nous arrivons en fait. Alors, nous prenons notamment, nous utilisons nous le modèle de la Banque de France pour faire nos projections budgétaires, et nous arrivons en fait à un budget quasiment à l'équilibre en allant Qu'est-ce que vous récupérez comme cadeaux récupérer fiscaux? via les Exemple, cadeaux fiscaux. Dans exemple. les gros cadeaux fiscaux, par exemple, évidemment, il y a le rétablissement déjà de l'impôt sur la fortune qui serait par ailleurs C'est quelques milliards, ça. augmenté, voilà, qui est plus. Alors attendez, parce que ça c'est quelques milliards. Nous avons ensuite évidemment la suppression de la flat tax, qui est le fait de, Hmm. vous le savez, de plafonner Quelques l'impôt, milliards la aussi. fiscalité sur les revenus financiers, bien sûr. Nous avons ensuite tout un tas de niches fiscales Ah, ouais. anti-écologiques que l'on peut récupérer. La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, dont nous disons qu'elle est aussi un cadeau fiscal essentiellement aux plus grandes entreprises. Là, c'est 15 milliards sur les prochaines années à récupérer, plus, Pardon, je vous coupe. pardon, Vous plus. ciblez les baisses d'impôts de production uniquement sur les PME et les ETI ou Alors, vous par ailleurs, rétablissez ça pour tout justement, le monde? je le dis aussi parce que souvent l'argument donné, c'est vous allez tuer les TPE et les PME. Nous avons aussi une proposition de péréquation des cotisations sociales patronales entre les TPE et les très grandes entreprises. C'est-à-dire que nous disons que si vous voulez, les cotisations patronales doivent être plus élevées pour les très grandes entreprises et moins élevées pour les très petites entreprises. Tout simplement parce que les très petites entreprises, il est vrai, galèrent beaucoup plus que les très grandes et qu'aujourd'hui, on a voilà, un processus d'élimination et de disparition malheureusement de tout un tissu de très petites entreprises. Donc pour le protéger, nous avons cette proposition concrète de péréquation. Bon, vous avez vu les intérêts sur la dette, hein. Quand on voit aujourd'hui, ça va coûter Bien sûr, 55 milliards au budget. Au lieu des 51 qui étaient prévus, donc rien que sur 2023, on s'est oui. pris 3 milliards, 4 milliards dans la tête. On a un effet boule de neige qui est en marche, vous l'admettez ça, hein. Alors, bien sûr, mais Toutes choses égales par ailleurs sur les taux d'intérêt, bien sûr, hein. le premier responsable, c'est le gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on a souscrit des obligations d'État dont le taux d'intérêt est adossé au taux d'inflation. Et c'est ça bien le problème, c'est on a souscrit pour Non, moi c'est de à la la dette. marge. Les obligations indexées sur l'inflation, ça pèse pas grand-chose dans Oui, le mais portefeuille obligataire de c'est l'État. quand même, ça a quand même un effet significatif. Il y a des études qui ont été Ouais, réalisées dessus. Et vous le savez, tout denier compte dans cette affaire. vous avez raison. Donc, voilà. Et la première chose à dire, c'est déjà attention. Attention, évidemment, il faut une politique responsable d'obligation d'État qui ne soit pas, évidemment, indexée sur l'inflation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas pour faire exploser le déficit public. Donc, parce qu'évidemment, derrière, il y a des frais, liés au taux d'intérêt, donc au remboursement via les taux d'intérêt. Donc, du coup, nous le disons, il faut effectivement supprimer les cadeaux fiscaux inutiles aux plus riches, aux multinationales, pour faire des économies, mais surtout, je vais vous dire le cœur de notre programme qui permet de récupérer de l'argent. C'est parce que nous ne réfléchissons pas comme ce gouvernement qui fait un gouvernement qui fait de l'économie
que j'appelle extrême libérale, qui est l'inverse d'une politique keynésienne. Nous sommes pour une politique de la demande. C'est-à-dire que nous pensons qu'en soutenant les salaires, en soutenant les revenus, le pouvoir d'achat, eh bien, ça va enclencher ensuite de la consommation, donc de l'offre et de la production par les entreprises. Alors évidemment, il faut que tout ça soit fait dans le sens de la transition écologique, que tout ça, du coup, crée plus de revenus, plus de croissance et plus de recettes publiques via l'impôt. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est cette boucle vertueuse d'une demande qui soit par ailleurs une demande inscrite dans la transition écologique qui fera que nous aurons beaucoup plus de recettes publiques. Bon, un petit mot, Aurélie Trouvé, du marché de l'emploi. 17 700 postes ont été détruits en France au troisième trimestre. Est-ce que la dynamique du marché de l'emploi est en train de s'enrayer? Est-ce que c'est un coup de froid passager? Parce qu'on a eu, c'est vrai, plusieurs trimestres depuis 2021, 2022 et même début 2023 avec des très bons chiffres de création d'emplois. Écoutez, là, je vais m'appuyer sur l'étude de l'OFCE, hein, qui est très, très inquiétante. Qui prévoit une remontée du taux de chômage à quasiment 8% l'année prochaine. Ouais, exactement. De 7,2 aujourd'hui à 7,9% l'année prochaine, avec déjà une augmentation forte du nombre d'inscrits à Pôle emploi, vous l'avez vu, hein, depuis le mois de juillet. Donc voilà, on est effectivement déjà dans une dynamique de forte hausse du chômage. Et moi, je vais me reposer aussi sur un entretien des écrits que j'ai entendu par exemple de Christian de Boissieu, un économiste que j'estime beaucoup, et qui dit ceci, qui dit qu'en fait on est en Europe dans un cercle de stagnation, voire de récession économique très préjudiciable, qu'il y ait une politique d'austérité budgétaire. C'est-à-dire que dans le même temps, aux États-Unis... On y trouvait, si on en est là aussi, c'est parce que la Banque centrale, européenne, pour lutter contre l'inflation, est passée de 0%, enfin un peu moins, à 4 et quelques. Ouais. C'était un ressort monétaire quasiment inédit, de quasiment 500 points de base en un an. Donc vous avez raison. En fait, il y a deux éléments qui expliquent cet enrayement, cette stagnation économique et cette progression du chômage. Bon, deux éléments, l'un budgétaire, l'un monétaire. Monétaire, vous l'avez dit, c'est une hausse très forte des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, beaucoup trop forte, beaucoup trop rustre, si j'ai envie de dire, qui fait que les ménages, qui fait que les entreprises, eh bien, du coup, cessent d'investir, cessent d'acheter, cessent, voilà, notamment on le voit sur la crise du secteur immobilier. La BCE a fait ça parce que l'inflation en zone euro était de 10,6%. Là où en France, et je reviens à la discussion qu'on avait en début d'échange, nous en inflation au plus haut, pardon, j'ai plus ça en tête, on était à 6, 6,5. Là où la moyenne zone euro était à 10, des pays étaient à 15% d'inflation. Oui, mais je pense que c'est une erreur économique. D'ailleurs, en économie, vous le savez bien, on a différentes théories là-dessus. Là, vous êtes en train de me raconter la théorie orthodoxe monétaire, qui est à mon avis une grave erreur, et nous sommes aujourd'hui de plus en plus à le dire en économie. En fait, la Banque centrale européenne, c'est l'idée classique, qui est une idée libérale, hein, de penser que parce qu'on va augmenter les taux d'intérêt, eh bien, ça va refroidir, entre guillemets, l'économie et que l'inflation va rediminuer. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça parce que le gros risque, c'est au contraire que la hausse des taux d'intérêt fasse diminuer, et c'est ce qui est en train de se passer, la demande, la consommation, l'emploi, etc. et qu'on soit au contraire dans un enrayement du système et une stagnation, voire une récession économique. Mais c'est la stratégie délibérée de la Banque centrale quand elle fait ça. Elle veut bien refroidir l'économie via la demande, oui, alors qu'on a eu une hausse de l'énergie. Là, pour moi, le point qui est discutable, c'est de se dire, mais ce n'est pas une inflation en zone euro, contrairement aux États-Unis, qui est liée à la demande domestique. C'est lié à l'explosion des prix de l'énergie. Alors, vous avez raison aussi, il y a une des raisons, c'est aussi que nous sommes trop dépendants en matière d'importation en énergie, c'est clair, mais où est le grand plan de sobriété et d'efficacité énergétique en France? Je ne le vois pas. Étant à l'Assemblée nationale, nous avons eu, par exemple, un projet de loi énergie renouvelable qui était vraiment absolument lamentable. Il ne sert à rien. Cette loi ne sert à rien, n'est absolument pas utile et efficace pour l'absolue nécessité de renforcer les énergies renouvelables. En matière, par exemple, de rénovation énergétique des logements, alors que nous devrions faire d'énormes efforts pour diminuer la consommation énergétique des logements, là aussi, le compte n'y est pas du tout. Et notamment, nous avions fait une proposition l'année dernière de 12 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des logements, votée à la majorité de l'Assemblée, qui a été retoquée par le 49.3 et non reprise par le gouvernement. Et nous payons aujourd'hui, c'est vrai,
le fait que nous devions importer massivement l'énergie chère, contrairement aux États-Unis. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième raison qui fait que les États-Unis s'en sortent beaucoup mieux que nous, et j'en arrive à la raison budgétaire, eh bien, c'est que les États-Unis ont un plan de relance très fort, notamment qui vise la transition écologique. Et qu'en France et en Europe, nous sommes complètement enfermés dans notre idéologie, pas la mienne, mais celle du gouvernement, extrême libérale, qui fait que nous en restons à un budget d'austérité budgétaire et qui fait qu'il n'y a pas cette relance budgétaire nécessaire, contrairement aux États-Unis. Donc voilà, pour moi, le gouvernement a tout faux dans cette affaire et nous emmène dans une espèce de cercle vicieux de récession, de chômage, de non-transition écologique et surtout qui a des méfaits sociaux. La réalité, c'est quoi? Moi, dans ma circonscription, c'est quoi la réalité? C'est des gens qui ne peuvent plus manger à leur faim. Je suis en Seine-Saint-Denis. En France, déjà, il y a une personne sur 3, vous le savez maintenant, qui annonce qu'elle saute des repas pour des raisons d'argent. Voilà la réalité, je dirais, les implications de cette politique à la fois de la Banque centrale européenne qui a fait exploser les taux d'intérêt et qui fait qu'on en est là sur la capacité des ménages et des entreprises, mais aussi sur le gouvernement qui refuse d'indexer les salaires sur l'inflation, qui baisse les allocations chômage, etc. Et pourtant, donc ça a des implications. Voilà. Pourtant, il y a eu il y a eu les boucliers énergie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. D'ailleurs, si on a eu moins d'inflation, pardon, je reviens encore au sujet qu'on avait au début, mais si la zone euro a eu 10%, 10,6% au pire d'inflation en glissement annuel, au pire de la crise inflationniste, là, nous, on avait 6 et quelques, c'est parce que le gouvernement et l'État français a mis en place des boucliers énergie qui ont coûté beaucoup d'argent et qui ont fait augmenter les déficits. Pardon, il n'y a pas d'argent magique. Alors, d'abord, c'est pas de l'argent magique. Il y a de l'argent à récupérer. Je l'ai dit, beaucoup d'argent à récupérer via notamment les cadeaux fiscaux faits aux plus riches et aux multinationales, ou encore les niches fiscales anti-écologiques. Ça, je l'ai expliqué. Voilà. Ensuite, et par ailleurs aussi, par exemple, j'en ai pas parlé, les exonérations de cotisations patronales monstrueuses qui sont en cours depuis maintenant plusieurs années. Ça, c'est une première chose. Donc, il n'y a pas d'argent magique. En fait, il y a de l'argent tout court à récupérer, j'ai envie de dire, si je peux caricaturer, non, mais dans quand j'ai les dit argent poches magique, des c'était plus pour riches. dire que Voilà. l'État français, on a financé collectivement beaucoup de boucliers qui ont permis d'avoir moins d'inflation en France, voilà, 6% au pire quand la zone euro avait plus de 10%. C'était ça mon point. Alors, j'en reviens, vous avez raison, au sujet qui est celui du bouclier tarifaire. Alors, ça a eu son efficacité à court terme, mais évidemment, ça n'est pas durable parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais justement, on en arrive au problème. On en arrive au problème qui est celui-ci, c'est comment on fait pour avoir des prix de l'énergie qui soient raisonnables. Et en fait, quelle est la première raison de l'explosion des prix de l'énergie? Vous regardez ce que dit l'INSEE sur l'énergie comme sur l'agroalimentaire. Une des premières raisons, c'est l'explosion des marges des multinationales comme Total et des comme marges de raffinage, donc, pas des marges de la grande distribution. Exactement. Pas des distributeurs. Non, du raffinage, pas des distributeurs. Non, tout à fait. Des marges du raffinage. Et vous avez tout à fait raison. C'est pas dans la grande distribution aujourd'hui qu'il y a l'explosion des marges. Ou la distribution au sens large d'ailleurs. Exactement. C'est plutôt alors pour les raffineurs et des raffineurs qui parfois font la distribution comme Total. Bon, donc quelle est la seule façon d'y répondre de manière efficace? C'est de bloquer les marges. Et c'est d'ailleurs l'autre proposition de loi que nous ferons lors de notre niche parlementaire de la France Insoumise le 30 novembre. Et ça rapporte combien ça si on bloque les marges? Alors on ne peut pas dire que ça rapporte, c'est-à-dire que ça va jouer sur les prix. Voilà. Alors pardon, ça va jouer à quelle hauteur sur les prix? Voilà. Ça va être directement sur les prix. Et c'est combien de centimes par litre? Tout ça, on est en train de le calculer, parce qu'on vient de déposer la proposition de loi et on est en train de faire les simulations. Donc, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Nous vous le c'est un chiffre important, ça sera un chiffre intéressant à voir. Tout à fait, c'est ça qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire à partir de notre proposition de loi, de combien ça va diminuer le prix à la pompe à essence si effectivement la loi est bien appliquée telle qu'on la souhaiterait. Et nous allons faire d'ailleurs cette proposition non seulement sur l'énergie et les raffineurs, mais sur l'agroalimentaire, qui sont quelque part les deux secteurs et les deux produits de base dans lesquels les prix explosent et que les consommateurs se prennent en pleine face, l'essence et l'alimentation. Et c'est dans ces deux secteurs-là qu'il y a une explosion des marges. Donc, vous voyez, pour nous, il faut Quand vous aurez plus de chiffres, revenez nous voir, Aurélie Trouvé. Avec grand plaisir. Et cette fois en plateau. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie Trouvé, députée LFI donc, de Seine-Saint-Denis, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. Merci à vous. Bye. Au revoir.